Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S513 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 8 décembre 2022. Cette émission est présentée par Fujifilm et le X-H2, l'appareil photo hybride qui ne laisse aucun détail au hasard. Nous sommes de retour avec le photographe animalier Denis Girard pour vous donner 10 conseils à suivre si vous voulez vous lancer dans cet incroyable exercice qu'est la macro-photographie. Alors peut-être Denis, en guise d'introduction, est-ce que tu peux nous expliquer finalement ce qui te plaît, toi, dans la pratique de la macro en milieu naturel? Alors, ce qui me plaît, dans la pratique de la macro, c'est les rencontres totalement imprévues qu'on peut faire. Mmh. Bien souvent, je ne vais pas forcément chercher, une espèce en particulier, mais voilà, je me promène, au hasard de mes prairies, de mes forêts qui se trouvent autour de chez moi. L'objectif macro est toujours en bonne place dans ma besace et j'observe le sol. Donc je regarde souvent mes pieds. Et des fois, ça ne suffit pas, donc je me couche par terre parce on verra qu'on voit beaucoup plus le monde du petit lorsqu'on est couché par terre que lorsqu'on est debout. Donc voilà, c'est surtout des rencontres un petit peu, hasardeuses. Après, il y a des incontournables, les incontournables de la Haute-Savoie, comme l'Apollon, où là, il faut vraiment, se rendre sur le lieu propice, à cette espèce et à l'époque propice, où les Apollons sont de sortie. Alors attends, les Mais voilà Apollons, un là, petit c'est peu. pas les dieux grecs, hein? Tu nous parles de Alors les Apollons, c'est un des plus beaux papillons de France, un papillon, diurne, qui évolue à plus de 1 000 mètres d'altitude en général, on trouve en tout cas à partir de 1 000 mètres d'altitude et en Haute-Savoie, mais comme d'autres régions dans les Alpes, hein, on en trouve, de manière, assez nombreuse, notamment, au-dessus du Grand Bornand, par exemple, pour ceux qui connaissent la station du Grand Bornand. Bon. Alors on va essayer de faire les choses, dans l'ordre dans cette émission et Denis, on va commencer par le commencement. Selon toi, qu'est-ce que la nature peut nous offrir en termes de sujets à photographier en macro? Alors pour moi, tout est photographiable en macro dans la nature. Une fleur, un insecte, une mouche, un escargot. Les nervures d'une feuille, un gros plan sur l'eau qui coule, un lichen sur une pierre, la texture de l'écorce d'un arbre, un champignon, une salamandre, une araignée sur sa toile, la rosée du matin. La seule limite, j'ai envie de dire, c'est votre imagination. Pour moi, la nature en macro, c'est dès que l'on sort de chez soi, dans le jardin, dans un parc ou une forêt à proximité de votre domicile. Le monde du petit végétal ou animal est présent partout. Donc vraiment, pour moi, il n'y a aucune limite. Oui, pourtant c'est Tout est une photographiable en macro. Pourtant, c'est une autre manière de regarder, du coup, parce que c'est apprendre à regarder l'encore plus petit ou du moins, comme tu disais, se coucher parfois ou aller regarder encore plus près. Parce que quand on se balade dans la nature, le premier réflexe, bah, c'est pas forcément d'aller chercher l'infini détail, quoi. Non, mais quand on marche, il y a des choses qui se dérobent sous nos pieds. Il y a une petite sauterelle qui saute, il y a une abeille qu'on entend bourdonner sur son pissenlit. Donc si on marche doucement, au calme et qu'on est attentif à tout ce qui nous entoure et qu'on regarde, c'est vrai, au niveau de nos pieds et non pas, en l'air, on va voir que sous nos pieds, ça grouille de vie et ça grouille de vie sauvage. Voilà, il faut savoir regarder à nos pieds, c'est là que ça se passe, la macro. Bien souvent, c'est 80 des sujets qui sont à nos pieds. Est-ce que ça veut dire que tu es pas encore plus conscient, finalement, de l'ensemble de l'écosystème et encore plus vigilant, du coup, par rapport à tout le vivant qu'il peut y avoir? Ah si, tout à fait. Faudrait D'ailleurs, pas quand on marcher est sur en tes sujets, hein? ben, justement, c'est ce que je voulais mentionner, ça arrive régulièrement, malheureusement, lorsqu'on recherche les montres religieuses, par exemple, parce que nous avons des montres religieuses en Haute-Savoie. J'ai envie de dire malheureusement, parce que c'est probablement dû au réchauffement climatique. Hem, mais quand je suis à la recherche de montres religieuses, il m'est arrivé une fois, alors heureusement, c'est pas très souvent, mais quand même, de marcher sur une montre religieuse, ouais. Mais voilà, dans les herbes hautes, c'est très difficile de tout voir. Heu, voilà, faut faire attention, c'est clair, faut marcher doucement. Généralement, je prends un petit bâton pour écarter les feuilles avant de mettre mon pied, pour écarter les herbes, avant de mettre mon pied, sur le pas suivant. Mais voilà, des fois, quand c'est petit, quand c'est la même couleur que l'environnement, on ne voit pas et on peut faire du mal. C'est quoi les espèces et les spécimens qui sont peut-être, les plus faciles à trouver et à photographier pour un débutant?
Oh ben, une mouche, on croirait pas, mais on croirait pas, mais une mouche, c'est très joli. C'est très joli, il y a des reflets, selon la lumière, il y a des reflets sur les ailes. C'est aussi un petit challenge, hein, parce qu'approcher une mouche, c'est comme approcher, j'ai envie de dire, un héron, qui est au bord de la route, hein, dès qu'on s'approche trop près, le héron s'envole et ben là, dès qu'on s'approche trop près, la mouche s'envole. Donc il y a des petits challenges comme ça, et la mouche est un même dans son domicile, sans sortir, on peut s'amuser à faire de la macro, avec une mouche. Alors après, bah, dès qu'on sort dehors, on a les abeilles, les bourdons, les papillons, à la belle saison, les libellules, voilà, mais vraiment, chacun, autour de chez soi ou dans un creux d'un mur ou dans une toile d'araignée, enfin voilà, il y a vraiment, vraiment, vraiment c'est une source inépuisable de sujets en macro. On va juste préciser que pour la mouche, on va pas inciter les gens à les piéger, hein. On les saisit en plein vol ou, à l'arrêt, En mais plein vol, c'est costaud, hein. ouais, ouais, c'est costaud. On peut tester la Ah F, oui, mais je il faut crois que pas chercher à les piéger. je crois ouais, tout à fait. Je crois que j'ai jamais vu une photo de mouche en plein vol, hein, même mes collègues, ce serait une première. Ah bah, on Bah, lance ça a le sûrement été challenge, fait, tiens. hein, mais j'ai Ouais. jamais vu. Ah ouais, bah, là, c'est un gros challenge, hein. Alors, les sujets naturels, hein, qu'on peut photographier en macro sont partout, hein, tu nous l'as bien expliqué et parfois même dans des endroits, totalement insoupçonnés. On vous propose d'écouter, le témoignage de Rémi Flamand, photographe indépendant, ambassadeur Fujifilm et spécialisé dans la photographie souterraine. Il nous parle de sa pratique de la macro depuis les entrailles de la Terre. On l'écoute. Donc je suis, photographe souterrain. Je travaille, dans les milieux confinés et les milieux souterrains, qu'ils soient naturels ou artificiels et c'est des milieux qui sont privés de lumière. Donc j'ai un travail autant technique de la photo, dans le cadre, la maîtrise de l'image, de par la technique et la composition et aussi la gestion de la lumière qui est absente, où il faut absolument, l'amener, la transporter et l'utiliser pour pouvoir réaliser les photographies, car sous terre, sans lumière, pas de photo. Le milieu souterrain, c'est un milieu qui est très vaste, hein, de par ses paysages, de par ses volumes, très variés. L'aspect naturel, chaque cavité va avoir des morphologies très spécifiques. Donc là, on est plutôt dans les volumes, dans les paysages, donc on fait de la photographie de paysage et puis si on s'intéresse plus aux détails, on va avoir des petites choses à illustrer et là, on tombe dans les sujets de macro-photo. La macro-photo, on travaille très souvent, proche du sujet, donc c'est toujours un travail qui se fait à 2 voire à 3 personnes. Une personne qui visualise de façon globale l'environnement, et qui va donner des informations au photographe et à son assistant qui va gérer la lumière, photographe qui gère son cadre et sa composition. Donc moi j'utilise, du matériel Fujifilm. Je suis ambassadeur de la marque, donc en plus j'ai accès à une grande variété de matériel lors des essais. En milieu souterrain, on cherche qu'à mettre léger. Alors bon, moi je suis un peu à part dans les photographes spéléo parce que j'utilise un GFX100, donc plutôt un très gros boîtier. Donc là, il y a une très belle optique, macro qui est le GF 120 millimètres. Donc ça, c'est plutôt l'optique que je vais utiliser sur les grosses concrétions ou dès qu'on a besoin un peu d'avoir une forte résolution, beaucoup de détails et plonger, par exemple, dans des gouttes d'eau ou à l'intérieur, on a une minéralisation qui se forme. C'est une optique que j'apprécie, particulièrement et après quand j'ai besoin d'être très léger et ben, c'est le XH2 qui m'accompagne, dernier né de Fujifilm avec une très belle résolution et une qualité optique qui est au rendez-vous derrière avec, 2 optiques que je privilégie. Le 80 millimètres f2.8, que je vais plutôt utiliser quand j'ai besoin de mettre de la distance avec des concrétions où je ne peux pas forcément m'approcher parce que je ne peux pas, par exemple, piétiner le sol. Donc là, j'ai besoin d'avoir une focale quand même assez importante pour isoler, autant les détails que voilà, tout simplement pour, ne pas piétiner les sols qui peuvent, eux aussi être intéressants, que ce soit les remplissages, sans rentrer dans les détails. On ne peut pas forcément marcher là où on veut et des fois, on a besoin d'avoir un objectif qui zoome un peu et après, c'est, le dernier né, le XF 30 millimètres que j'ai reçu il y a peu de temps. Alors là, ça va être vraiment justement pour la faune où on peut être très, très proche de l'ordre du centimètre. Et là, on a une très, très un très beau piqué, un très beau détail sur, des êtres vivants qui sont très souvent petits
et où on a besoin d'être très proche pour pouvoir les photographier et pour pouvoir les révéler. Alors, si ça vous intéresse, hein, je vous invite vraiment à aller, découvrir, le site, de Rémi qui propose des images absolument extraordinaires. Enfin, on a l'impression que c'est de l'art abstrait, tellement c'est des sujets qu'on n'a pas l'habitude, de voir. Bon, là, c'est un cas évidemment un peu extrême, mais, Denis, est-ce que tu pourrais un peu nous aiguiller sur, finalement les meilleurs endroits, les meilleurs spots, si on peut dire, sur lesquels pratiquer la macro? Comme vous l'avez compris, hein, moi je promeus le local et donc je parlerai uniquement de la Haute-Savoie. Il y aura un petit peu de la Drôme aussi, parce qu'en Drôme provençale, on a des sujets intéressants au printemps. Donc on va commencer par la Drôme. Donc la Drôme provençale, on va trouver, pas mal d'ascalaphes. On va trouver bien sûr des libellules, des papillons diurnes, une grande diversité. On va trouver des empuses, c'est un petit peu mon rêve aussi, c'est pour ça d'ailleurs que je vais souvent, pas souvent, 1 ou 2 fois par an en Drôme provençale pour chercher les empuses et diablotins, qui sont de la famille des menthes. Et puis bien sûr, bon, si on revient en Haute-Savoie, toutes les prairies alpines, hein. Les prairies alpines sont très riches en été, fin du printemps-été, sont très riches en papillons. Donc il n'y a pas d'endroit particulier, hein. Franchement, la Haute-Savoie, regorge de prairies, et de pentes, riches en papillons. Donc il y a pas un endroit particulier, hein. Et C'est ça qui est bien en macro. globalement, c'est quand même, des endroits où il y a de la lumière, où il y a de l'eau, où finalement la vie sauvage se développe, plus facilement, j'imagine? Alors, de l'eau, oui, l'eau, c'est important, mais les rosées du matin, bien souvent, suffisent, hein, aux insectes. Les fleurs, j'ai envie de dire que, en tout cas pour ce qui est des insectes, le fait qu'il y ait une abondance de fleurs va privilégier l'abondance d'insectes. Et là, on parle d'environnement extérieur, hein, forcément, vu ton profil, mais bon, on en oublierait presque que la macro, s'accommode très, très bien de la nature morte et qu'on peut aussi, quand il fait trop froid et que les intempéries, ne permettent pas d'aller, Rester au photographier chaud dans un dehors, studio? on peut aussi tout à fait, faire de la nature morte et photographier des mouches, celles qui servent à pêcher, par exemple. Oui, oui, et on croirait que la maquereau est morte également en hiver en Haute-Savoie, mais pas du tout. On a la chance d'avoir des belles ambiances givrées, de la glace et compagnie, et tout ceci sont des sujets, maquereaux, à part entière. Et bah, Mmh. ça amène directement, ma seconde question. Les moments de l'année finalement peut-être, à privilégier pour pratiquer, la macro et puis même, pour aller plus loin, est-ce qu'il y a des moments de la journée où on a plus de chances de réaliser de belles images que d'autres? Alors, les moments de l'année, c'est le respect des saisons. Donc pour ce qui est de la Haute-Savoie, ce sera les premiers papillons au printemps et les citrons, les petites tortues, les premières fleurs avec les anémones sylvie, les orchidées sauvages. Ensuite, au bord des étangs, on aura toutes sortes de libellules et même en fin de printemps, on peut croiser quelques salamandres. Et puis ensuite, l'été qui arrive avec une belle diversité de papillons, toutes sortes d'azurés, de mélités, Robert le diable, très joli nom, j'adore ce nom, la belle dame, le gazé, le demi-deuil, le macaon, la cardiographique, très joli nom également. Et puis sur juin-juillet, l'emblématique Apollon, donc j'ai cité tout à l'heure, que l'on rencontre à partir de 1 000 mètres d'altitude. Après le mois d'août et septembre, et là c'est la menthe religieuse qui occupe les prairies de Nouvelle et Savoyarde. Et puis que je l'ai rapidement dit tout à l'heure aussi, après c'est l'hiver qui arrive très vite par chez nous, les insectes et les fleurs disparaissent. C'est le moment des natures mortes avec les glaçons, le détail d'un flocon de neige. Ça paraît anodin, mais c'est très joli, hein, le détail d'un flocon de neige. La texture d'un ruisseau gelé, le givre sur une branche. Donc voilà, c'est vraiment le respect des saisons qui vont nous offrir, toute cette diversité de macros, quasi quotidienne, hein. On ne Mmh. rentre jamais, jamais, jamais bredouille d'une séance macro. Il y a toujours quelque chose à photographier, autour de chez nous, Ça, c'est une belle toujours. incitation à la pratique, tiens. On Ouais. rentre jamais bredouille une session macro, ce qui est pas toujours le cas en photo Ah ouais, animalière, en mais général. mais alors c'est clair. C'est pour ça que quand moi je fais une sortie animalière, parce que ça m'arrive également de faire des sorties, purement animalières pour une espèce en particulier, il y a toujours, 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 et ça grâce à l'hybride et grâce à Fuji, il y a toujours dans la besace un boîtier Fuji et une optique macro Fuji, toujours. Alors,
On le verra évidemment un peu plus en détail tout à l'heure, mais l'un des sujets fondamentaux en macro, c'est la lumière. Évidemment, est-ce que finalement, quand on pratique la macro dans la nature, on respecte d'une certaine façon les mêmes règles que pour, d'autres types de photographie? À savoir, on va essayer de privilégier les moments de la journée où le soleil n'est pas à son zénith, donc plutôt le matin et le soir où finalement on peut arriver à faire de très belles choses à n'importe quel moment. Non, non, alors, c'est un petit peu comme la photo animalière, et comme d'ailleurs, j'ai envie de dire presque dans tous les domaines de la photographie, lorsque la lumière est très dure, les images seront moins belles. Donc en macro, c'est le matin et le soir. C'est presque obligatoire si on veut avoir des lumières chaudes, des lumières douces, des ombres pas trop portées. Il faut vraiment, privilégier le matin et le soir. Le matin a un autre avantage pour la photo macro et pour les insectes, c'est qu'ils sont encore un petit peu endormis. Bien souvent, les papillons et les libellules ont les ailes mouillées et c'est le moment idéal pour, s'en approcher, et faire quelques images. Avec le reflet des gouttelettes sur les ailes, c'est du pur bonheur et en plus, on les repère très vite parce qu'elles brillent. Enfin, les papillons ou les libellules qui viennent de se faire éclairer par les premiers rayons du soleil brillent un petit peu dans la prairie et on peut très vite la repérer, s'en approcher, la contourner, la faire un petit peu sur tous les angles. C'est vraiment, super intéressant. Écoute, moi là, je quitte le studio, hein. Je prends mon optique, j'y vais. Non, mais tu donnes super envie. C'est hyper visuel tes descriptions. Je te félicite parce que c'est pas toujours évident dans l'exercice audio, hein, qui est le nôtre. Et franchement, ça donne envie. On voit les images, quoi, que tu Exactement. décris. Alors là d'ailleurs, tu as même un peu, on a un peu anticipé sur la composition des images finalement en macro, ce qu'on compose son image aussi, même quand on photographie du tout petit. On a évoqué la lumière. Il y a un autre paramètre qui est très important dans la composition des images en macro, c'est l'arrière-plan, Denis. Oui, l'arrière-plan qu'on appelle donc bien souvent pas bien souvent, qu'on appelle le bokeh, Ou le premier plan d'ailleurs. heu, Pourquoi l'arrière-plan? ou le premier plan. Ouais, ouais, le premier plan et arrière-plan. Donc le l'arrière-plan est très intéressant. Il est très intéressant et il n'a pas obligatoirement besoin d'être flou. Oui. Hem, c'est bien souvent, ça peut être un tort qu'on a, nous, macrotistes, photographes de macro, donc macrotistes, hein, c'est un terme qu'on utilise. On a tendance à vouloir flouter systématiquement les arrière-plans. Des fois, il faut donner de la matière, il faut donner de la structure, il faut montrer un petit peu l'insecte dans son environnement et voilà, le flou n'est pas toujours le bienvenu, même si c'est une des règles d'or de la macro, c'est d'avoir un sujet bien net et un arrière-plan bien flou. Ouais, mais ça d'ailleurs, tu mets le doigt sur une tentation, bien connue, hein, des photographes, qu'ils soient amateurs ou pros. Quand on En découvre portrait aussi. un grand format et qu'on utilise des optiques à grande ouverture, la première tentation, bah, c'est de tâter du flou, quoi. C'est d'avoir des images, Ah ouais. hyper floues et de perdre les infos sur l'image. Donc, parfois, en noyant son sujet, on rend la photo pas forcément lisible. Et ça, on s'en aperçoit à force de rater des images aussi, quoi. Ça peut être, après volontaire, hein, ça peut être une démarche artistique, mais bon, le flou artistique est pas toujours, voulu. Mais ce qui est intéressant, en tout cas, vis-à-vis de l'arrière-plan, il faut y prêter attention. Il faut notamment regarder sa couleur, sa structure. D'une certaine façon, si on peut avoir un rendu de l'arrière-plan qui permet de contraster avec le sujet principal, bah, ça peut être aussi une manière, sans forcément le noyer dans un beau flou de bloqué, de faire ressortir alors la fleur, l'insecte ou que sais-je autour de son image. Est-ce que c'est bien, Denis, dans les compositions, d'essayer de mettre des repères d'échelle un peu pour que le spectateur il puisse apprécier finalement la petite taille des sujets qui sont photographiés? Oui, oui, c'est intéressant, enfin, c'est même nécessaire, c'est doublement nécessaire pour montrer l'endroit, l'environnement où évolue l'insecte. De plus en plus de photographes font des images qu'on appelle minimalistes. Minimalistes au sens où le sujet principal, qui lui est net, prend une très petite proportion dans l'image. Le but étant de montrer là où il évolue. Et bien souvent, là où il évolue, ça met en scène et ça montre une beauté dans laquelle voilà, l'insecte se trouve. Et dans ce cas-là, on est plus sur une forme de paysage de macro. Et c'est très, très intéressant et il y a des compositions qui sont très, très intéressantes, des lumières, on met en avant des lumières qu'on ne verrait pas si on faisait l'insecte en gros plan.
c'est passionnant. OK, bon maintenant on sait quoi, où et comment. On va rentrer un peu, dans la technique et on va attaquer, la notion, the only notion qu'il faut absolument comprendre, quand on se lance, dans la macro, c'est évidemment, le rapport de grossissement ou de grandissement, hein. Il porte plusieurs noms. Denis, est-ce que tu peux essayer de nous donner une définition limpide de ce qu'est le rapport de grossissement en macro? Alors, on considère la photo macro quand le rapport de grossissement est au minimum de 1/1. C'est-à-dire que la taille du sujet photographié sera la même que dans la réalité. C'est Et on ça, c'est-à-dire parle que de prox l'image du sujet a la même taille sur le capteur que le sujet lui-même. Tout à fait. Par exemple, si on prend un sujet qui mesure 1 cm, imaginez une fourmi, au rapport 1/1, le sujet mesurera également 1 cm sur le capteur. Mais alors du coup, on a presque intérêt à utiliser des boîtiers avec des super grands capteurs, parce que qu'on soit en APS-C ou en 24-36, finalement la taille est assez limitée. Oui, oui. Alors, idéalement, la macro, c'est avec un full frame, hein, donc un boîtier, grand format. Mais moi, je fais beaucoup de macros avec la PSC. L'important, c'est l'optique qu'on met devant le boîtier, hein, donc C'est ça, est-ce que ce ouais, rapport de grossissement, c'est une caractéristique de l'optique? tout à fait. Caractéristique de l'optique, il y a un vrai objectif macro aura directement le rapport 1:1, accessible. Après, on parle de proxy. Moi, je fais beaucoup de proxy, donc je n'ai pas le 1:1 sur mon optique macro, qui est le XF60 de chez Fuji. J'ai le rapport, 1/2. Mmh. Mais, de nouveau, hein, la tendance n'est pas à faire un insecte en pleine pastille, mais c'est plutôt de le montrer dans son environnement. Donc, voilà, là, le 60 millimètres est très bien pour ça. Mais le vrai objectif macro, c'est 1/1. On a parlé de l'intérêt des grands capteurs, mais en fait, l'intérêt de l'APS-C, comme le soulignait Rémi Flamand dans son témoignage passionnant sur l'aspect Léo, c'est que l'APS-C permet de rester à distance tout en cadrant très serré. C'est Et vrai. ça, c'est un vrai avantage en macro parfois. Tout à fait. Et quand on sait que les insectes, dès qu'on s'approche un peu trop, s'envolent, voilà, et on perd un instant précieux si on s'approche trop près. Et vraiment, la PSC permet de rester à bonne distance. Mmh. Alors donc on a les objectifs macro qui proposent des rapports 1 pour 1. Par exemple, hein, le dernier Fujinon XF 30 mm f2.8 R LM WR macro À tes souhaits. offre ce rapport 1 pour 1 et offre aussi une distance minimale de mise au point de 10 centimètres. Quand on est en dessous de ce rapport 1 pour 1, on entre d'une certaine façon dans le domaine de la proxy photographie. Alors là, il y a des focales fixes évidemment, mais aussi des zooms. On peut citer par exemple Tamron qui s'est fait quand même une spécialité ces dernières années de proposer sur ses zooms des distances de mise au point très proches et des rapports de grandissement généreux. Et une série de focales fixes aussi où ils ont un rapport 1-2. Toute une Oui, série de focales fixes en montureux chez Tamron où ils ont ce rapport qui est assez saisissant pour le ouais. coup. Donc je vous donne un exemple, hein. Par exemple, le 28-75 mm f2.8 G2 qui est proposé en monture Sony E, lui, il offre un rapport de grossissement de 0,37 fois. Et après, on a peut-être même la catégorie des super macros qui sont des objectifs qui proposent des rapports de grossissement supérieurs au 1 pour 1. Je donne un exemple, le Canon RF 100 mm f2.8 L Macro IS USM qui propose un rapport de 1,4 fois pour une distance minimale de mise au point de 26 centimètres. C'est cool à utiliser ce genre d'objectif, Denis? Oui, c'est cool, mais alors bien souvent, ces objectifs sont un petit peu lourds, on va dire. Ils sont un petit peu lourds, et puis il faut bien maîtriser, la mise au point parce que là, on est sur du fort grossissement et la mise au point et la profondeur de champ dont on parlera un petit peu plus tard est vraiment, très importante et il faut bien maîtriser cette partie-là technique pour, faire une belle image. C'est là peut-être que tu sens une différence en utilisant l'hybride, notamment au niveau de la stabilisation intégrée, parce que la stab dans les boîtiers, ça c'est un truc qui n'y avait pas forcément en réflexe, en tout cas pas chez Canon, Nikon et d'autres, et Pentax l'a toujours fait, mais c'est un vrai avantage maintenant de l'hybride qui permet d'utiliser des longues focales avec des très hautes définitions aussi, sans trembler entre guillemets. Oui, tout à fait. La stabilisation, hein, c'est un des points,
un des points majeurs pour réussir une belle photo macro. On en parlera peut-être encore tout à l'heure, mais on est souvent dans des positions qui ne sont pas Inconfortable. idéales, hein. On est Ouais. inconfortable, on se contorsionne par terre, même si avec les hybrides, ça fait beaucoup d'efforts maintenant. Enfin, on est plus souple avec les hybrides, mais ça reste quand même, on est accroupi, on se baisse, on se contorsionne et franchement, on n'est pas toujours, dans une position idéale pour appuyer sur le déclencheur Mmh. et le fait d'avoir du matériel stabilisé va compenser notre flou de bouger au moment de la prise de vue, ça c'est sûr. Mmh. Bon, en tout cas, s'il y a un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que pour obtenir, pour exploiter d'une certaine façon le maximum du potentiel d'une optique vis-à-vis de son rapport de grossissement, il faut évidemment se mettre à la distance minimale de mise au point et dans le cas d'un zoom, se mettre à la focale la plus large qui procure généralement la plus faible distance minimale de mise au point. Ok, donc là on a bien compris ce qu'était le rapport de grandissement. Maintenant, on va voir qu'il y a énormément de choix en termes d'optique spécialement conçus pour la macro. Denis, c'est quoi les paramètres à prendre en compte quand on choisit une optique macro? Alors bon, bah, le rapport de grossissement, ça On l'a on vient vu. d'en parler. Ensuite, il y a la focale. Donc il existe des grands angles typés macro, le 35 millimètres, on en a parlé par exemple, le dernier de chez Fuji. On a ensuite des optiques plutôt standards, comme les 50 millimètres et les classiques et populaires 80 ou 90 millimètres qui ont longtemps été considérés comme la focale standard en macrophotographie. Et puis enfin les téléobjectifs, les 150 millimètres. Donc j'ai envie de dire que pour savoir quelle focale prendre, ça va dépendre un petit peu de ce que l'on veut faire en macro. Si on n'est pas trop intéressé par des insectes, par des sujets, mais uniquement par des sujets statiques ou mobiles, de la nature morte par exemple, on va pouvoir privilégier un 35 millimètres ou un 50 millimètres. Mais dès qu'on va vouloir photographier un sujet vivant, sauvage, un papillon, une libellule par exemple, les focales 35 et 50 ne seront pas adaptées, hein, parce qu'on va devoir trop s'approcher, donc trop déranger le sujet. Et là, on partira plus sur des mini télé ou le 80-90 millimètres, voire le 105 ou le 135 millimètres. L'inconvénient de ces télés, c'est ils vont peser un petit peu plus lourd que les autres. Ensuite, comme autre paramètre à prendre en compte, l'autofocus n'est pas forcément un critère déterminant en macro. Souvent, on Tu sera veux, tu obligé veux de dire que tu es en faire. mise au point manuel la plupart du temps? Alors, la plupart du temps, je suis en mise au point manuel. Ça dépend. Avec Fuji, je suis souvent en mise au point manuel. Et quand je fais de la macro avec Canon, j'ai une retouche de la mise au point qui peut se faire malgré l'autofocus activé. Donc ça, c'est intéressant. Donc en mode one shot, on peut faire une première map avec la F et derrière, on peut affiner la mise au point en retouchant la mise au point manuellement avec l'optique. Ça, c'est très intéressant et ça demande peu de manipulation. Mmh. Mais la F, généralement, notamment plus on est prêt, plus la F va patiner. Il va chercher son sujet, il va faire des allers-retours avant de faire la mise au point sur le sujet principal. Alors quand on est à bonne distance, qu'on fait de la proxy, la F, ouais, il y a pas de problème, il fonctionnera bien, hein. Mais dès qu'on est à quelques dizaines de centimètres, la F, il risque de patiner et on va perdre notre temps. Mais là, il y a peut-être un petit conseil pratique à donner à nos auditeurs, c'est qu'on a parlé de rapport de grossissement. Là, on parle de mise au point. Il y a souvent des commutateurs de mise au point, c'est-à-dire soit faire la mise au point sur l'infini ou faire la mise au point sur une distance, une plage plus courte qui va rendre l'autofocus Ouais, plus sur les performant télezooms, ouais. aussi. Et ça, Ouais, oui. c'est souvent important. Ouais, ouais, tout à fait. Ces plages de mise au point vont restreindre la mise au point mini à la mise au point maxi et ça, c'est super intéressant. Je l'utilise effectivement pas assez souvent. Je suis souvent sur le réglage full, hein, c'est-à-dire où j'utilise les 2 extrémités de la mise au point de l'appareil, de l'objectif, mais d'utiliser ces échelles intermédiaires, ouais, c'est très intéressant. Un autre paramètre, on en a parlé tout à l'heure, bah, c'est la stabilisation, hein. C'est clair qu'on aura plus de chances de faire de belles images nettes, piquées, avec une optique stabilisée, voire même avec un boîtier stabilisé. On peut combiner les 2. Donc voilà, c'est un petit peu tous ces paramètres-là qu'il faut prendre en compte pour choisir son objectif, macro. J'aurais envie de dire que moi, je privilégierais les focales fixes. Pour moi, c'est un choix plus judicieux, plus économique, hein, et en général, les focales fixes et ça vaut également en photo animalière,
sont de meilleure qualité que les zooms Alors Hmm. ça, c'est un et débat un qu'on peu. n'ouvrira pas ici. Parce que là, on va y Parce qu'on passer n'est on pendant n'est pas 2 heures. forcément d'accord. Enfin, moi, je suis pas tout à fait d'accord. Il y a de plus en plus d'exceptions en N'ouvre hybride. pas le débat, Mais Alors, il y n'ouvre a de pas ok, plus le en je me plus tais, débat. je me tais, d'exceptions. je me tais. Je pars faire de la macro, je l'ai dit, je suis En tout encore là, cas, pardon. Non, non, mais tu as en, raison. en tout cas, Tu as raison. ce Il y qui a est il y a de plus en plus intéressant, d'exceptions. en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que il y a vraiment du choix hein, dans toutes les montures hybrides. Alors en monture Fujifilm X, donc il y a ce nouveau 30 mm de 8, rapport 1:1. Il y a aussi un 60 mm de 4 et un 80 mm f de 8. Chez Canon en monture RF, on a un 100 mm, un 24 mm et un 35 mm. Chez Nikon en monture Z, on a un 105 mm et un 50 mm. Chez Sony, on a un 90 mm de 8 et un 50 mm f de 8. En monture L, bah, on a le Sigma 105 mm f de 8 qui est très réputé. Et dans l'univers du micro 4 tiers, on a des choses chez Lumix avec un 30 mm de 8, chez Leica X Lumix avec un 45 mm de 8, et chez Olympus slash OM System OM Solution, un 30 mm f3.5 et un 60 mm f de 8. Donc ça, c'est quand même super chouette de savoir qu'on a des optiques modernes disponibles dans toutes les montures hybrides. Mais évidemment, ça ne s'arrête pas là, puisqu'on a aussi tous les constructeurs tierces qui proposent des objectifs macro, qui sont généralement en mise au point manuelle. Et l'un d'entre eux, eh ben, c'est l'AOA, qui a une gamme assez extraordinaire d'optiques macro, déclinées dans plein de montures. Et parmi tous ces objectifs, il y en a un qui est absolument unique. C'est un grand angle, un 24 mm. Bon, il n'est pas très lumineux, hein, il ouvre à f14, mais il offre un rapport de grandissement de 2 fois. Je vous propose d'écouter Marc Rabuto, le chef produit photo de Digitaccess, nous parler de cet objectif absolument extraordinaire. Effectivement, le 24 mm probe, c'est, on va dire, vraiment l'objectif qui a fait connaître la marque Laowa, qui va pouvoir se faufiler, on va dire, un petit peu dans les endroits exigus pour aller faire soit des vues type subjectives, soit pouvoir s'approcher très près, par exemple, d'animaux qui pourraient être dans leur terrier ou dans un nid. C'est une optique macro et la particularité, ça va être d'être un 24 mm. Donc, on va à la fois avoir un angle de champ large, une distance de mise au point très courte et cette conception tubulaire qui va pouvoir permettre de pouvoir vraiment aller se faufiler n'importe où. Quand on est sur une optique qui est très longue et avec un diamètre faible, la première problématique, ça va être le manque de lumière. Donc pour ça, le constructeur a intégré en fait un petit ring LED donc qui est assez petit tout au bout de son objectif. On va dire c'est une aide hein, effectivement. Si on veut avoir vraiment un éclairage de qualité, il faudra venir le compléter. Cet objectif a, j'allais dire, initialement été plutôt lancé pour la photo et aujourd'hui son usage, enfin, dès que c'est sorti en fait, c'est vraiment les vidéastes qui se le sont appropriés. Sans vous en rendre compte, en fait, vous regardez beaucoup de publicités qui sont réalisées avec cet objectif, que ça soit quand vous avez des survols ou des passages entre des tranches de fromage et de pain pour des burgers, ou quand vous avez un vol, vous avez l'impression de passer au-dessus d'un écran de smartphone. Tout ça, ce sont des prises de vue qui sont faites vraiment à très faible distance, mais avec un grand angle de champ. Donc là, il n'y a pas de doute possible. Effectivement, c'est réalisé avec l'objectif là-haut. Alors, Denis, il y a encore une autre solution hein, finalement pour faire de la macro, et ce avec n'importe quel type d'objectif. On peut utiliser ce qu'on appelle des bonnettes ou des bagues à longe, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Les bagues à linge, c'est vraiment l'accessoire, j'ai envie de dire, le plus économique, lorsqu'on ne possède pas un objectif macro pour, s'adonner à la macro, hein, faire ses premiers essais. L'avantage de la bague à linge, donc, bah, c'est son prix. Il y a pas et puis il y a pas de lentilles à l'intérieur, donc, on n'a pas de perte de qualité, hein. On profite pleinement des qualités de l'optique. On conserve tous les automatismes, l'AF, le mesure de la mesure de la lumière, du boîtier. Voilà et puis pour, voilà franchement pour, moins de 50 €, hein, vous pouvez avoir un jeu de 3 bagues à longe, il y a différentes marques qui proposent ça dans différentes montures et c'est vraiment un très, très bon, une très, très bon accessoire pour commencer la photo macro.
Il y a des bonnettes aussi qui sont parfois fournies avec des objectifs. Je pense à un Voigtlander 40 mm, j'en parlais la semaine dernière dans l'émission, 40 mm f2, à l'époque pour réflexe Nikon, qui est fourni avec une petite bonnette qui augmente le grossissement de l'optique. Donc on n'est pas dans la macro, on est dans de la proxy, mais c'est un petit morceau de verre supplémentaire qui permet d'aller plus près. Et je voudrais juste ajouter une chose par rapport au témoignage de Marc Rabuto, parce que le 24 mm de la OA Probe, il est vraiment étonnant, il est singulier. Il permet aussi autre chose qui est très important en macro, c'est qu'il est étanche. Il permet d'aller dans des verres d'eau, il permet d'aller dans des aquariums, des milieux tropicaux, d'aller au milieu des feuillages, etc. Et c'est peut-être une des caractéristiques, au moment de choisir son optique macro, dont on n'a pas parlé mais qui est importante, c'est qu'elle soit à l'épreuve des intempéries. C'est le C'est sigle vrai. WR chez Fuji ou chez d'autres d'ailleurs. Et c'est un paramètre qui est quand même hyper important. Bon, maintenant qu'on y voit un petit peu plus clair dans ce champ des possibilités optiques pour faire de la macro, on va parler un peu des accessoires. Denis, est-ce qu'il y a des must-have incontournables qu'il faut toujours avoir avec soi quand on veut faire de la macro dans la nature? Alors là, je vais pas faire plaisir aux puristes. Oh là là! Hem, la plupart de mes copains macrotistes vous diront que le petit flash additionnel est indispensable, que le réflecteur de lumière pour bien exposer son sujet est un gros plus, que prendre un trépied ou un monopode assurera une image bien piquée, bien nette, et ils ont raison. Mais si on veut se faire plaisir, partir léger le matin et ne pas être déçu d'avoir fait tomber une jolie libellule avec sa rosée du matin en montant le trépied, et c'est du vécu, alors votre seul objectif macro accompagné de votre sens de l'observation et de votre créativité suffira largement. Vous serez plus réactif, plus libre de vos mouvements. Voilà, vous pourrez mieux tourner autour de votre sujet, chose que l'on fait très très souvent en macro pour avoir différents points de vue et différentes perspectives. C'est un petit peu ma démarche lorsqu'on veut démarrer en macro. Euh, Commencer par s'alourdir d'accessoires, ne pas maîtriser les accessoires que l'on va prendre, on va très vite se perdre dans tout ça et être déçu de notre première pratique en macro. Donc j'ai vraiment envie de passer comme message, pour commencer la macro, il faut la commencer simplement et légèrement. Eh ben, écoute, je n'aurais pas mieux dit, C'est les finalement. mêmes conseils qu'on donne Moi, souvent en j'adore ça. vidéo. Franchement, quand c'est C'est argumenté comme ça, pour moi, ça me va. Ouais, puis non, mais finalement, l'argument, il est simple, c'est s'alléger en matériel pour alléger l'esprit. Finalement, c'est photographier l'esprit libre. On donne souvent ça quand on parle de la vidéo. On nous demande souvent quel conseil donnerez-vous. Ben, dans un premier temps, vous occupez pas forcément trop du son, vous occupez pas de ci, de ça, tel accessoire. Filmez et allez-y, quoi. C'est comme ça qu'on apprend. Bon, alors on avance, on continue. On va parler de autofocus et de profondeur de champ, parce que s'il y a bien un paramètre qui est délicat à gérer en macro, c'est celui de la mise au point, puisque finalement, la profondeur de champ, donc la zone de votre sujet qui sera restituée comme nette sur votre image, dépend en partie de trois paramètres que sont la distance minimale, la distance de mise au point, l'ouverture et la taille du capteur. Je vais vous donner un exemple très simple. Si on utilise par exemple un 100 mm f2.8, ok, avec une mise au point minimale de 60 cm sur un boîtier équipé d'un capteur 24-36, la profondeur de champ est de 6 mm seulement. Et accrochez-vous, si on réalise la même photo à 30 cm de mise au point, la profondeur de champ ne devient plus que de 1 mm. Donc elle doit être extrêmement précise au niveau de la mise au point pour pouvoir rendre net ce qu'on a envie de voir naître sur son sujet. Toi, Denis, tu as de l'expérience avec du matériel Fuji et Canon. On l'a déjà un peu évoqué tout à l'heure. L'autofocus, ça y va pour ce genre de configuration où on oublie totalement et on est clairement en mise au point manuelle tout le temps. Non, non, alors ça dépend du couple boîtier, objectif, hein, et des performances de la F de ce couple. Chez Canon, hein, comme je disais tout à l'heure, je vais d'abord faire une pré-mise au point avec la F et ensuite retoucher manuellement. Et puis, chez Fuji, j'ai trouvé que grâce à l'écran, j'avais un confort de mise au point qui était intéressant avec une mise au point directe, manuelle. Voilà, il y a pas vraiment de règles, ça va dépendre du matériel. Ça va dépendre du matériel qu'on a entre les mains. Voilà, c'est vraiment dépendant du matériel pour moi. Ajoutons là aussi l'intérêt d'avoir un petit capteur entre guillemets, APS-C micro 4 tiers, puisque en termes de profondeur de champ, ces petits capteurs vont offrir une latitude un petit peu plus importante et donc
étendre un petit peu la zone de netteté, contrairement à des grands capteurs. Dès qu'on va aller sur du C'est 24-36 ça. ou du moyen format, là, l'erreur est plus trop permise, hein. C'est Voilà. encore plus petit, encore plus petit, encore plus petit. On voit aussi certains constructeurs qui commencent vraiment à s'intéresser à ce sujet-là, hein. Par exemple, Sony, dans la dernière mouture de l'Alpha 7R5. D'ailleurs, on a fait une émission spéciale à ce sujet. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller l'écouter. A intégré dans ses bases de données de reconnaissance de sujets les insectes. Et donc, le Dont boîtier est les capable papillons. de Ouais. reconnaître, suivre au niveau de l'autofocus les insectes pour de la prise de vue en macro. C'est quoi le plus difficile à faire, Denis, finalement? Parce que j'ai la sensation quand même qu'en macro, euh, notre ennemi principal, c'est le temps de pause, finalement, puisqu'on est très proche des sujets, c'est des sujets qui bougent. Donc j'imagine qu'il faut utiliser des temps de pause quand même assez rapides. Et ça, c'est pas forcément compatible avec des ouvertures moyennes et des ouvertures fermées pour avoir des grandes profondeurs de champ. Oui, alors faut relativiser, hein, on n'est pas non plus sur un renard en pleine course, hein. On est sur un insecte qui bouge, mais voilà, il bouge quand même lentement. Enfin, la mouche, si tu veux la Heu, choper, il faut quand même. Mais ouais, la ouais, mouche, ouais, on ouais, ne la ouais. chope pas. Alors la mouche, on va dire que c'est le guépard de l'insecte, C'est le colibri de l'insecte. mais ou le colibri de l'insecte. Non, mais à part, lorsqu'il y a beaucoup de vent, en extérieur, où là c'est compliqué mais déjà c'est compliqué de faire la mise au point, mais c'est déjà compliqué de cadrer. Quand il y a beaucoup de vent en macro, c'est même pour une fleur qui est censée ne pas bouger, c'est la galère, c'est la galère. Bien souvent les sorties macro, qu'on prévoit, quelques jours à l'avance, on se lève le matin, on voit qu'il y a du vent, on n'y va pas, on change de sujet, on abandonne la macro. C'est l'ennemi de la macro du macrotiste, c'est le vent, hein, franchement, et on fait pas grand-chose. Donc voilà, oui, les temps de pause, effectivement, il faut avoir des temps de pause assez rapides pour figer le peu de mouvement qu'il peut y avoir. Mais, hem, encore une fois, s'il y a pas de vent, on peut faire des images, piquées, nettes, au 1/30 de seconde, au 1/60 de seconde sans problème. Et là, les stabilisations des optiques et ou du boîtier vont nous aider, hein. Bon, moi j'adore Denis parce que tous les problèmes qu'on lève, il dit non, mais les gars, c'est pas un problème, on redescend, tout va bien, on se met au 30e ou au 60e, on y arrive très bien. Faut juste avoir son optique avec soi, par contre, hein. Ça, Oui, ça, mais c'est ce que ça, je il l'a retiens dit. jusque-là aussi. C'est dans sa besace, faut partir avec son optique macro. Mais moi, je le fais pas tout le temps. Ah Et non, non, ma prochaine sortie en nature, je mets l'optique macro quoi qu'il arrive. Parce que Et- souvent, moi, je pars, je me dis, tiens, je vais faire de la macro. Et ce ouais, que dit Denis, c'est hyper intéressant. C'est non, il va y avoir toujours de la macro à faire. c'est ça. toujours, 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 même en hiver. Un lac gelé, une branche givrée, on est là pour de l'hermine, mais en même temps, on est là pour, le paysage, pour, une belle feuille qui est pris dans la glace. Et franchement, il y en a pour tous les goûts et toutes les saisons. Hmm. Et puis d'ailleurs, moi je précise juste une petite chose vis-à-vis de ces optiques macro conçues pour cet exercice-là, c'est qu'elles sont aussi tout à fait capables de faire de magnifiques portraits. Et moi personnellement, sur mon PNF légendaire, j'ai une optique macro que j'utilise principalement pour réaliser des portraits. Mais je n'ouvre pas plus le débat, j'ai passé l'information du PNF. Quoi qu'il en soit, il existe aussi une technique qui permet justement en macro de pouvoir avoir une profondeur de champ maximale, quasiment totale sur son sujet, et de pouvoir avoir du bout de l'antenne au premier plan jusqu'à la fin de la queue de l'insecte parfaitement net sur une seule et même image. Et alors, pour réussir à faire ça, parce que les lois de la physique optique nous en empêchent au moment de la prise de vue, en tout cas en une seule photo, on utilise ce qu'on appelle la technique du focus stacking. On vous propose d'écouter Volker Gilbert nous parler de ce procédé assez technique, mais qui permet de réaliser des images exceptionnelles. Alors, il s'agit effectivement d'une technique pour résoudre en fait un problème qu'on a habituellement en macro, c'est-à-dire on n'a qu'une profondeur de champ en fait qui se mesure en quelques millimètres au lieu de centimètres ou de mètres. Donc le problème, c'est effectivement de pouvoir couvrir notre sujet en fait sur tous les plans, sur tous les détails. Pour cela, on utilise simplement une technique qui consiste à faire plusieurs photos en fait, avec une mise au point décalée et ensuite de monter les photos dans un logiciel
pour n'en faire qu'une seule. Alors généralement, en fait, d'une part, il faudrait stabiliser l'appareil photo, donc on utilise un trépied. Généralement, on travaille en mode manuel pour l'exposition et pour la mise au point. Et là, à ce moment-là, en fait, on va utiliser de préférence en fait un rail de mise au point. Il s'agit effectivement d'un petit dispositif qui permet d'effectuer une mise au point très très fine, qui décale effectivement l'appareil très très finement dans des incréments de quelques millimètres ou alors de millimètres, sans que la taille apparente de notre sujet change dans le viseur. Et donc le nombre d'images dépend évidemment de notre sujet, de sa taille et surtout de l'ouverture qu'on utilise. Donc de préférence, on utilise une ouverture moyenne pour éviter d'une part en fait la diffraction, c'est-à-dire une diminution de la netteté en fait lorsqu'on utilise une petite ouverture, et pour maximiser aussi la profondeur de champ. Alors il existe d'une part en fait des logiciels spécialisés. De manière générale, je ne les utilise pas. En fait, j'utilise plutôt un logiciel tel que Photoshop ou alors Affinity Photo, et on utilise effectivement le mode d'empilement dans le logiciel pour ensuite superposer les images. Bon, ça paraît un peu compliqué comme ça, mais si ça vous intéresse, hein, je vous invite vraiment à essayer, parce que les résultats sont assez extraordinaires. Quoi qu'il en soit, on le comprend bien, pour pouvoir réaliser une photo en macro avec cette technique du focus stacking, il faut un sujet qui est totalement immobile. Denis, on est d'accord que c'est impossible à faire sur le terrain, ça? Ouais, tout à fait. Je me suis jamais essayé à ça sur le terrain, mais parce que je sais que techniquement je n'y arriverai pas, de par le sujet qui malgré tout est vivant, donc pas malgré tout, mais il est vivant et forcément à un moment donné de la séance, il va bouger ou il va y avoir un petit filet de vent qui va venir faire bouger l'herbe, donc pour moi c'est impossible sur le terrain. Bah, ça dépend. On peut le faire du coup sur une feuille. Tu parlais d'une feuille prise dans la glace, par exemple. Ça, on peut tout à fait Ouais, le une faire. nature morte, quoi. Une nature morte, Ça, on pourrait le faire, et on ouais. va obtenir une image qui, par définition, paraît surnaturelle, puisqu'elle sera nette de bout en bout. C'est ça qui est Ouais. spectaculaire avec cette Mm. technique-là, tout en gardant la même échelle. Donc, on aura une photo 1 sur 1, mais nette de bout en bout. Donc, c'est assez spectaculaire. C'est un rendu particulier, ma foi, mais qui a ses adeptes. Et là encore, on est dans de la computational photography, puisque les résultats ne sont pas visibles directement sur l'appareil. Il faut passer par un logiciel, comme l'a dit l'excellent Volker, comme d'habitude. Et il y a des logiciels spécialisés, l'Icon Focus notamment, qui le font, ou les logiciels maison. Moi, j'ai testé récemment sur le X-T5 de Fuji et sur le Canon R6 Mark II. Donc, c'est des fonctions qu'il y a dans les derniers boîtiers, hein, Ouais. qui sont en vogue là. On peut choisir entre, par exemple, je sais pas moi, 5, 6 images jusqu'à 100, voire plus. On peut assembler vraiment autant d'images qu'on souhaite pour un rendu le plus riche en détails possible. Donc, c'est assez probant. Ça me fait penser, tu sais, de ces histoires de photographie computationnelle, c'est comme ça qu'on dit. Tu sais, cet appareil-là, le Litro. Tu te rappelles Ah de oui, ouais, de ouais. ce Ah truc-là, bah, un boîtier qui ouais. permettait justement de faire la mise au point après la prise de vue. Alors, c'était un truc de dingue, hein, ce machin. Oui, et le post-focus, qui est une fonction qu'on trouve sur les boîtiers Lumix, les TZ, certains bridge compacts, qui permettent d'ajuster la mise au point une fois la photo effectuée, directement sur l'appareil. C'est assez ludique et ça marche plutôt pas mal. Bon, allez, on continue, on s'approche de la fin. Denis, quels conseils pratiques est-ce que tu pourrais nous donner pour réussir à photographier des animaux sauvages en macro? Est-ce que pour des insectes, on fait aussi des affûts? Oh oui, 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 il y a pas de raison qu'on n'en fasse pas, une araignée qui vient de rentrer dans son trou, ou un criquet qui vient de rentrer dans son trou également, on peut affûter puis attendre qu'il ressorte, hein, donc il y a, une salamandre aussi qui rentre dans un creux d'une vieille souche, à un moment donné, elle va ressortir, donc oui, oui, on peut affûter. Les conseils pratiques, on en a déjà parlé un petit peu. Personnellement, je proposerais la focale de 80 millimètres, hein, c'est un petit peu le passe-partout avec un rapport de 1:1 direct. Ouais, mais quand tu Respecter dis les saisons. ça, pardonne-moi, Ouais, quand tu dis ça, tu parles en ouais, plein ouais. format ou parce que, par exemple,
au catalogue notamment de Fuji, il y en a des 80 mm, mais il faut multiplier par un 5 dans ce cas pour trouver Ouais, l'équivalent alors 24-36. 80 mm en plein format, c'est-à-dire le 60 mm de XF de chez Fuji qui nous donne un 90, sauf erreur. Voilà, ça c'est un bon, donc 60 sur la PS 60 mm sur la PSC ou 80-90 sur le plein format. Ok. Pour moi, c'est un petit peu la focale passe-partout. Il faut respecter les saisons, respecter le rythme biologique des espèces, ne pas hésiter à se documenter avant une session macro. On ne croirait pas, mais mieux connaître son sujet, ses mœurs, ses habitudes permettra de faire de plus belles images. Une belle photo macro, on en a parlé, ne se fait pas à midi, sauf à quelques exceptions près, bien sûr. Il faut privilégier les lumières du matin, lorsque les insectes sont encore au dortoir, et les lumières du soir. Toujours dans les conseils pratiques, il faut intégrer, de mon point de vue, l'environnement proche du sujet dans la composition de l'image. Une jolie fleur floue, de préférence sur l'avant ou l'arrière-plan d'une petite sauterelle qui, elle, sera bien nette, sera du plus bel effet. Éviter de mettre le sujet principal au centre de l'image. Donc ça, c'est un petit peu les règles de composition. Si faire des gros plans est le premier réflexe que nous avons en macro, il faut savoir prendre du recul, au sens propre du terme, et montrer son sujet principal dans son environnement. Nous sommes alors plus sur de la proxy photo que de la macro, mais c'est le style que je préfère depuis ces dernières années. Côté réglage sur le boîtier, je recommande la priorité ouverture. On maîtrise ainsi mieux les effets de profondeur de champ que l'on veut donner. Et tu Donc laisses voilà un petit peu. tu pousses les ISO un petit peu? Alors, Faut je pas, hein, faut pousse pas les les pousser, ISO. hein, attention. Hein. Faut pas pousser les ISO. Je pousse un petit peu les ISO. Ouais, généralement, je monte rarement au-delà de 2500 ISO. Ah oui, donc pas trop quand même, tu restes Mais raisonnable. ouais, je reste raisonnable. Alors, j'ai l'avantage de ne pas trembler, que ce soit en photo animalière ou en macro. Donc, je fais souvent des images piquées et nettes à très basse vitesse. Pour donner un exemple, avec un 402.8, on n'est plus dans la macro, hein, mais avec un 402.8 à main levée à un vingtième de seconde, j'arrive à faire des images nettes. Respect. C'est un petit peu voilà, c'est un petit peu ma marque de fabrique entre guillemets. Je suis un trépied moi tout seul ou un monopode. Bon, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Denis, pour tous les conseils que tu nous as donnés au cours de ce grand débat.